On prétendait que cette carte n'avait aucune valeur, simple relique d'une grand-mère qui s'était éteinte en ne laissant derrière elle que des souvenirs. Pourtant, lorsque Chloé Rousseau l'inséra dans le distributeur automatique par ce mardi matin pluvieux, 3 événements se produisirent instantanément. La machine se figea. Le système de sécurité de la banque déclencha une alarme silencieuse. Et quelque part, dans un bureau feutré au cœur de Paris, la ligne privée d'une présidente directrice générale sonna pour la première fois en 7 ans. Ce qui allait suivre allait faire voler en éclats tout ce que Chloé pensait savoir sur sa grand-mère, son mariage et cette fortune dissimulée aux yeux de tous depuis des décennies. Cher lecteur, avez-vous déjà découvert un secret de famille qui a bouleversé votre existence? Avant de nous plonger dans cette incroyable histoire vraie, faites-moi une faveur, abonnez-vous dès maintenant. Sérieusement, vous voudrez suivre ce qui va suivre. Et n'oubliez pas d'aimer ce récit, car il s'apprête à vous couper le souffle. Oh, et laissez un commentaire pour me dire d'où vous lisez ceci, Paris, Lyon, Bordeaux, Bruxelles, Montréal, Dakar. Peu importe où vous êtes, je veux le savoir. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La pluie battait avec fureur contre les hautes fenêtres de l'appartement haussmannien du 16e arrondissement que Chloé appelait son foyer depuis 8 ans. Chaque goutte semblait la narguer alors qu'elle entassait ses vêtements dans une valise usée, les mains tremblantes d'épuisement et de rage. Derrière elle, Théo Montfort se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, son expression taillée dans le marbre et l'indifférence. « Tu dois avoir vidé les lieux avant midi, dit-il, d'une voix plate et professionnelle, comme s'il donnait des instructions à un subalterne plutôt qu'à la femme qu'il avait promis de chérir pour toujours. Léa emménage ce week-end. Je ne veux aucune confusion. Les doigts de Chloé se figèrent sur le chemisier en soie qu'elle pliait. Le tissu était coûteux, acheté à une époque plus clémente où la start-up technologique de Théo commençait à peine à décoller, et où il la regardait encore comme si elle avait accroché la lune au ciel. Désormais, ce chemisier ressemblait au costume d'une pièce de théâtre dont le rideau était tombé sans avertissement. Léa, répéta Chloé, le nom ayant un goût amer sur sa langue. Ton assistante de direction, celle dont tu disais que j'étais paranoïaque à son sujet. Théo soupira, émettant ce son exaspéré qu'il avait perfectionné au cours de l'année écoulée. Ne sois pas dramatique. Tu savais que ce mariage ne fonctionnait plus. Je nous rends service à tous les deux. Tu devrais me remercier d'être honnête au lieu de faire traîner les choses. Elle se tourna pour lui faire face, observant ce costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel qu'il exigeait maintenant qu'elle économise ailleurs. Sa barbe était taillée avec précision, ses cheveux impeccablement coiffés. Il avait l'allure du succès, l'odeur de l'ambition, et irradiait cette confiance de celui qui sait qu'il a déjà gagné. Te remercier? La voix de Chloé resta stable malgré le tremblement dans sa poitrine. Pour m'avoir trompé? Pour m'avoir fait douter de ma santé mentale pendant 6 mois alors que tu prétextais des soirées tardives au bureau? Pour me chasser du foyer que je t'ai aidé à payer quand tu mangeais des pâtes bon marché et pitchais tes idées dans des bistrots? C'était différent, claqua Théo, son calme se fissurant légèrement. Je construisais quelque chose. Tu avais juste un travail ordinaire, tu payais des factures ordinaires. N'agis pas comme si tu étais une sorte de partenaire dans mon succès. Léa comprend l'état d'esprit entrepreneurial. Elle opère à mon niveau. La voilà. La vérité autour de laquelle il tournait depuis des mois. Enfin dite clairement. Chloé Rousseau, assistante sociale, fille d'un employé de la poste et d'une infirmière, petite fille d'une femme qui avait nettoyé des maisons jusqu'à ce que ses doigts la fassent souffrir. Elle n'était pas assez bien. Elle ne serait jamais assez bien pour l'homme qui avait désormais des fonds de capital risque, un bureau avec vue panoramique et un goût pour une vie différente. Mon avocate enverra les papiers du divorce la semaine prochaine, poursuivit Théo en jetant un coup d'œil à sa montre de luxe. Je suis généreux sur le règlement. Tu recevras une somme pour le dérangement, mais soyons clairs, l'entreprise est à moi. Le portefeuille d'investissement est à moi. Les biens immobiliers sont à moi. Tu as signé un contrat de séparation de biens, souviens-toi. Chloé s'en souvenait. Elle l'avait signé dans un brouillard d'amour et de confiance, croyant que 2 personnes bâtissant une vie ensemble n'avaient pas à se soucier de telles choses. Elle avait 24 ans à l'époque, désespérément naïve, convaincue que les rêves de Théo étaient les siens, que ses victoires seraient partagées. Je serai partie avant midi, dit-elle doucement, retournant à ses valises. Bien. Et Chloé? Elle ne leva pas les yeux. Laisse tes clés sur le comptoir.
J'ai déjà fait changer les serrures, mais je veux que le symbolisme soit clair. La porte cliqueta en se refermant derrière lui. Elle entendit ses pas s'éloigner sur le parquet du couloir, entendit le tintement de l'ascenseur, entendit le bourdonnement mécanique qui l'emportait loin d'elle, loin d'eux, loin de tout ce qu'ils avaient construit et détruit. Chloé s'effondra sur le lit, entourée de sacs à moitié remplis dans les débris d'une vie démantelée. Son téléphone restait silencieux sur la table de chevet. Pas d'appels inquiets d'amis, pas de famille prenant des nouvelles. Ses parents étaient décédés il y a des années à quelques mois d'intervalle, la laissant vraiment seule, à l'exception de cousins éloignés qu'elle connaissait à peine. Théo l'avait lentement, méthodiquement isolée des quelques amis qu'elle avait conservés, toujours avec une excuse raisonnable, toujours avec une explication plausible. Elle attrapa son sac à main, faisant l'inventaire de ce qu'il restait de son indépendance. 347 € sur son compte courant. Une carte de crédit plafonnée à cause du prêt d'urgence qu'elle avait accordé à Théo 18 mois plus tôt quand il avait besoin de fonds de roulement. Un permis de conduire avec une adresse qu'elle devrait changer. Et glissée dans une poche intérieure, oubliée jusqu'à présent, une carte couleur crème embossée de lettres dorées. La carte avait appartenu à sa grand-mère, Marie-Thérèse Rousseau. Chloé l'avait trouvée des années auparavant, peu après les funérailles, glissée dans une vieille Bible avec une note manuscrite, « Pour ma Chloé. Quand le monde oublie ta valeur, souviens-toi de la mienne. Avec tout mon amour, grand-mère. » À l'époque, Chloé avait supposé qu'il s'agissait simplement d'un souvenir sentimental, peut-être une vieille carte de bibliothèque ou d'adhésion à un club social disparu depuis longtemps. Grand-mère Marie-Thérèse avait été employée de maison toute sa vie, nettoyant les demeures des familles riches, vivant dans un petit appartement modeste aux murs écaillés. Elle n'avait rien eu de matériel à léguer, juste des souvenirs, des recettes écrites en cursive bouclée, et des histoires interminables sur le « vieux temps » que la jeune Chloé n'avait écouté que d'une oreille distraite. Mais la carte était belle dans sa simplicité, un papier cartonné lourd, manifestement coûteux malgré son âge. Le lettrage doré indiquait simplement « Marie-Thérèse Rousseau, titulaire du compte ». En dessous, une suite de chiffres et le logo d'une banque que Chloé ne reconnaissait pas, Banque privée de l'héritage d'or. Elle la retourna dans ses mains, l'étudiant sous la lumière grise du matin filtrant à travers les fenêtres trempées de pluie. Elle devait être sans valeur, probablement liée à un compte fermé il y a des décennies. Mais le simple fait de la tenir la faisait se sentir moins seule, moins rejetée. C'était un lien avec une femme qui l'avait aimée inconditionnellement, qui ne l'avait jamais fait se sentir petite ou insuffisante. À 11h30, Chloé avait chargé ses affaires dans sa vieille berline Peugeot, 2 valises, 3 cartons, une lampe que sa mère lui avait donnée et un ficus qui avait miraculeusement survécu à 8 ans de soins inconstants. Tout ce qu'elle possédait tenait confortablement dans un véhicule compact. La réalisation était à la fois écrasante et libératrice. Elle conduisit à travers le centre de Paris, la pluie s'étant adoucie en une bruine persistante qui correspondait à son humeur. Elle n'avait nulle part où aller, pas de maison familiale où se réfugier, pas d'amis proches avec des chambres d'amis, pas de coussin financier pour s'offrir même un hôtel modeste le temps de se retourner. L'agence de services sociaux où elle travaillait payait convenablement, mais pas abondamment, et elle avait versé tellement de ses revenus pour soutenir les rêves de Théo que ses propres économies s'étaient évaporées. Une enseigne, Banque privée de l'héritage d'or, attira son regard alors qu'elle attendait à un feu rouge. La banque occupait un bâtiment historique près du quartier financier, avec des colonnes classiques et une pierre patinée qui évoquait la vieille fortune et les institutions séculaires. L'endroit semblait intimidant, le genre de lieu où les gens comme elle n'avaient pas leur place. Mais la carte dans son sac semblait vibrer de possibilités. Et si, par miracle, il y avait de l'argent lié à cela? Même quelques centaines d'euros lui donneraient une bouffée d'oxygène, le temps de trouver un appartement, un espace pour réfléchir. Grand-mère Marie-Thérèse avait toujours été débrouillarde, trouvant toujours des moyens d'étirer un franc. Peut-être avait-elle mis de côté un petit fonds d'urgence et oublié d'en parler à quiconque. Chloé se gara dans un parking souterrain voisin, glissa ses dernières pièces dans l'horodateur et marcha les 2 rues jusqu'à la banque. Le bâtiment se dressait au-dessus d'elle, sa façade inchangée probablement depuis les années 1920. À travers les portes en verre biseauté, elle pouvait voir des sols en marbre et des boiseries sombres qui respiraient l'exclusivité. Le hall était feutré, de cette manière particulière aux institutions financières où même les bruits de pas semblent intrusifs. Quelques clients traitaient leurs affaires à des comptoirs étincelants, leur voix basse et respectueuse. Tout le monde avait l'air prospère, déterminé. Chloé, dans son manteau humidifié par la pluie et son jean usé, se sentait comme une intruse dans un club privé.
Elle s'approcha d'un guichet, serrant la carte de sa grand-mère. La guichetière, une jeune femme au maquillage immaculé et au sourire exercé, leva les yeux. « Bonjour madame. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? » L'assurance de Chloé vacilla. « J'ai trouvé cette carte qui appartenait à ma grand-mère. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit lié à elle, mais j'ai pensé vérifier. Elle est décédée il y a quelques années. » Le sourire de la guichetière resta figé alors qu'elle prenait la carte, mais Chloé remarqua que ses yeux s'agrandirent presque imperceptiblement. La jeune femme étudia la carte recto verso, son expression passant de la courtoisie professionnelle à quelque chose que Chloé ne pouvait pas tout à fait identifier. Confusion ? Inquiétude ? Un instant, s'il vous plaît, dit la guichetière, sa voix soudainement formelle. Je dois vérifier quelque chose avec notre service des comptes. Elle disparut par une porte derrière le comptoir. Chloé attendit, se sentant de plus en plus ridicule. C'était une perte de temps. Elle devrait être en train de chercher un travail supplémentaire, un appartement, une vie. Au lieu de cela, elle chassait des fantômes et des espoirs impossibles. La guichetière revint avec un homme en costume coûteux, ses tempes grisonnantes et ses mouvements mesurés suggérant la haute direction. Son badge indiquait « Olivier, directeur d'agence ». Madame Rousseau ? Sa voix était prudemment neutre. Pourriez-vous me suivre, s'il vous plaît ? Nous aimerions discuter de cette affaire dans un bureau privé. L'estomac de Chloé se noua. Avait-elle fait quelque chose de mal ? La carte avait-elle été signalée volée ? Sa grand-mère avait-elle été impliquée dans quelque chose de douteux ? Y a-t-il un problème ? Demanda-t-elle. Pas du tout, répondit Olivier, bien que son expression suggérât le contraire. Nous avons simplement des protocoles pour certains types de comptes. Par ici, je vous prie. Il la conduisit à travers le hall vers un couloir orné de peintures à l'huile représentant des hommes austères en tenue d'époque. Le bureau dans lequel il la fit entrer était richement aménagé avec des meubles en cuir et des étagères remplies de volumes reliés qui n'avaient probablement pas été ouverts depuis des décennies. « Je vous en prie, asseyez-vous » dit Olivier en désignant un fauteuil face à son bureau en acajou. « Puis-je vous offrir un café, de l'eau ? » Je vais bien, merci. Chloé s'assit au bord du fauteuil, les mains jointes sur ses genoux. Olivier s'assit, plaça la carte sur le bureau entre eux et joignit le bout de ses doigts. Madame Rousseau, je dois vérifier votre identité avant de procéder. Avez-vous une pièce d'identité officielle ? Elle produisit son permis, les mains tremblant légèrement. Il l'étudia attentivement, puis tapa quelque chose sur son ordinateur. Son expression devint de plus en plus sérieuse à mesure qu'il lisait ce qui apparaissait sur son écran. « Et vous avez dit que Marie-Thérèse Rousseau était votre grand-mère ? » Oui, la mère de mon père. Elle l'a élevé seul avant qu'il ne déménage à Paris quand il était adolescent. Je vois. Olivier marqua une pause, pesant clairement ses mots. Madame Rousseau, que savez-vous de la situation financière de votre grand-mère ? Pas grand-chose. Elle a travaillé comme femme de ménage toute sa vie, elle vivait simplement. Elle ne parlait jamais d'argent, sauf pour dire que nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avions. Chloé bougea inconfortablement. Y a-t-il un problème avec le compte ? S'il est à découvert ou quelque chose comme ça, je peux. Le compte n'est pas à découvert, l'interrompit Olivier. Bien au contraire, en fait. Madame Rousseau, je vais être très direct avec vous. Le compte lié à cette carte contient des actifs qui nécessitent une gestion spécialisée. Je ne suis pas autorisé à discuter des détails à mon niveau. Je dois contacter notre direction exécutive immédiatement. Je ne comprends pas. Quel genre d'actifs ? J'en ai déjà dit plus que je ne le devrais. Olivier décrocha son téléphone. Veuillez attendre ici. Cela ne devrait pas être long. Il sortit du bureau, tirant la porte derrière lui. À travers le verre dépoli, Chloé pouvait voir sa silhouette faire les 100 pas alors qu'il parlait avec urgence au téléphone. Son esprit s'emballa. Cela n'avait aucun sens. Grand-mère Marie-Thérèse était morte dans une maison de retraite modeste, ses frais couverts par l'aide sociale car elle n'avait pas d'argent. La famille avait organisé un service commémoratif simple, l'avait enterrée dans une concession pour laquelle le père de Chloé avait économisé pendant des années. Quel genre d'actif nécessiterait une autorisation exécutive juste pour en discuter ? Les minutes s'écoulèrent lentement.
Le téléphone de Chloé vibra. Un SMS de l'avocat de Théo avec les papiers préliminaires du divorce. Elle l'ignora, fixant plutôt les peintures à l'huile sur le mur d'Olivier. Elles représentaient des scènes de chasse à courre et des ports maritimes, les loisirs de gens qui ne s'étaient jamais souciés de loyer ou de facture d'électricité. La porte s'ouvrit. Olivier revint, suivi d'une femme dont la présence commandait une attention immédiate. Elle portait un tailleur gris anthracite qui chuchotait la richesse plutôt que de la crier, ses cheveux argentés coiffés en un carré élégant. Tout chez elle, de ses boucles d'oreilles en perles à sa démarche assurée, parlait d'un pouvoir exercé calmement mais absolument. « Madame Rousseau », dit la femme en tendant la main. « Je suis Françoise de Beaumont, présidente directrice générale de la banque privée de l'héritage d'or. Merci de votre patience. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. » Chloé se leva automatiquement, serrant la main tendue. La PDG s'était déplacée personnellement pour un compte fermé qui contenait probablement 50 €. « Je ne comprends pas ce qui se passe », admit Chloé. « Je sais que vous ne comprenez pas. » Françoise s'installa dans le fauteuil à côté de Chloé plutôt que derrière le bureau. Un geste qui semblait étrangement plus intimidant que la distance formelle ne l'aurait été. « Madame Rousseau, permettez-moi de commencer par vous poser une question. Que vous a dit votre grand-mère sur sa vie avant de devenir employée de maison ? » Rien de précis. Elle mentionnait parfois le vieux temps, mais jamais avec des détails. Elle parlait de la Provence, des familles pour lesquelles elle travaillait, de la préparation des calissons et de la bouillabaisse. Pourquoi ? Françoise échangea un regard avec Olivier. Parce que Marie-Thérèse Rousseau n'était pas seulement une femme de ménage, Madame Rousseau. Ou plutôt, elle l'était, mais seulement après avoir tout perdu le reste. La pièce sembla s'incliner légèrement. Que voulez-vous dire ? Votre grand-mère venait de l'une des familles les plus éminentes de Provence. Les Rousseau possédaient d'importantes propriétés foncières, des entreprises et avaient établi des fiducies remontant au XIXe siècle. Mais il y a eu un litige dans les années 1970, une bataille juridique sur les droits de propriété et l'héritage. Marie-Thérèse était du côté perdant de ce litige, du moins c'est ce qu'il semblait à l'époque. L'esprit de Chloé luttait pour traiter cette information. C'est impossible. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien de visible, corrigea Françoise. Mais votre grand-mère était exceptionnellement intelligente. Avant le jugement final du tribunal, elle a déplacé certains actifs dans des fiducies protectrices, des comptes qui ne pouvaient pas être touchés par les procédures judiciaires. Ce compte est l'un d'entre eux. Elle l'a maintenu discrètement pendant 50 ans, n'attirant jamais l'attention, n'accédant jamais au fonds, les laissant croître grâce à des investissements conservateurs. Pourquoi ne l'aurait-elle pas utilisé ? Chloé balbutiait. Elle a travaillé jusqu'à ce que ses mains. La voix de Chloé se brisa. Elle pouvait à peine tenir une éponge à la fin, mais elle continuait à nettoyer des maisons parce qu'elle avait besoin d'argent. Je ne peux pas parler de son raisonnement, dit doucement Françoise. Peut-être protégeait-elle cela pour les générations futures. Peut-être attendait-elle que la situation juridique se résolve d'elle-même, ce qui ne s'est jamais produit. Peut-être a-t-elle simplement choisi une vie de principe plutôt qu'une vie de confort. Ce que je peux vous dire, c'est que le compte existe. Il est substantiel, et selon la documentation, vous êtes la seule bénéficiaire. Les mots flottèrent dans l'air, refusant d'atterrir avec sens. Substantiel. Bénéficiaire. C'étaient des mots d'un vocabulaire différent, d'une vie différente. Substantiel comment ? Murmura Chloé. Françoise sortit un dossier de sa mallette, l'ouvrit soigneusement. À ce matin, le compte détient environ 47 millions d'euros en actifs liquides, plus des propriétés en Provence et à Paris qui sont actuellement évaluées à 33 millions d'euros supplémentaires. Le silence qui suivit fut absolu. Quelque part dans le bâtiment, un téléphone sonna. Dehors, la circulation se déplaçait dans les rues luisantes de pluie. Mais dans ce bureau, Chloé Rousseau restait figée, toute sa compréhension de son histoire, de sa famille, des sacrifices de sa grand-mère et de son propre avenir se fragmentant et se reformant en quelque chose d'impalpable. Ce n'est pas possible, réussit-elle finalement à dire. Il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur, l'assura Françoise. Votre grand-mère a été très précise dans ses instructions. Le compte devait rester scellé jusqu'à sa mort ou jusqu'à ce que vous présentiez spécifiquement cette carte. Elle a laissé une lettre que je suis autorisé à vous remettre maintenant.
Françoise produisit une enveloppe jaunie par le temps, scellée à la cire. Le nom de Chloé était écrit sur le devant de l'écriture distinctive de grand-mère Marie-Thérèse, la même calligraphie qui avait rempli les fiches de recettes et les vœux d'anniversaire. Avec des doigts tremblants, Chloé brisa le sceau. Ma très chère Chloé, si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que tu as trouvé la carte que je t'ai laissée. Je prie pour que tu l'aies trouvée au moment où tu en avais le plus besoin, car je soupçonne que tu y résisterais autrement. Tu as l'orgueil têtu de ton père, mon enfant. Il y a tant de choses que je ne t'ai jamais dites parce que je voulais que tu construises ta propre vie, que tu traces ton propre chemin sans le fardeau des vieux drames familiaux et le poids d'un argent que tu n'as pas gagné. Mais j'ai toujours su qu'un jour tu pourrais avoir besoin de ce que j'ai protégé. L'argent sur ce compte représente des générations de sueur et de rêves des Rousseau. Il a failli être perdu à cause de l'avidité, des préjugés et des manipulations juridiques. Mais j'ai sauvé ce que j'ai pu. J'ai vécu simplement non pas parce que je le devais, mais parce que je l'ai choisi. Travailler de mes mains m'a gardé humble. Cela m'a gardé connecté à la vraie vie, aux vrais gens, aux choses qui comptent. Mais toi, ma chérie, tu es différente. Tu donnes tellement de toi-même aux autres. Tu l'as toujours fait. Même enfant, tu te vidais pour essayer de remplir les coupes de tout le monde. Alors, je te donne ce cadeau, la liberté de choisir. D'aider les autres, oui, mais aussi de t'aider toi-même. De t'éloigner de quiconque te fait sentir petite, de ne jamais mendier ce que tu mérites. Utilise ceci sagement, non pas pour le luxe, mais pour la libération. Et souviens-toi, ta valeur n'a jamais été déterminée par ce que tu avais ou ce que quelqu'un pensait que tu méritais. Elle a toujours été là, inscrite dans tes os, transmise par des générations de femmes qui ont survécu à tout et sont restées debout. Avec tout mon amour, pour toujours et à jamais, grand-mère Marie-Thérèse. Des larmes coulaient sur le visage de Chloé, éclaboussant la lettre. Elle la lut encore, puis une troisième fois, entendant la voix de sa grand-mère dans chaque mot. Françoise attendit patiemment, offrant une boîte de mouchoirs. Quand Chloé leva finalement les yeux, l'expression de la PDG était bienveillante mais professionnelle. « Nous avons pas mal de paperasse à traiter, dit Françoise. La transition des actifs nécessite des étapes juridiques spécifiques, mais je peux autoriser un accès immédiat au fonds de fonctionnement pendant que nous gérons le transfert formel. De quoi auriez-vous besoin tout de suite ? Je. L'esprit de Chloé vacillait. De quoi avait-elle besoin ? De tout. De rien. D'un endroit pour dormir, de temps pour penser, d'espace pour respirer. Je viens d'être mise à la porte de mon appartement. Mon mari divorce. Je n'ai nulle part où aller. Alors commençons par là, dit Françoise de manière pragmatique. Elle se tourna vers Olivier. Olivier, veuillez organiser une suite au domaine privé des Beaumont dans la vallée de la Loire, niveau exécutif, toute commodité, séjour illimité, facturez-le au fonds discrétionnaire. Tout de suite, répondit Olivier, déjà sur son téléphone. Et Madame Rousseau, continua Françoise, je vais vous assigner un conseiller en gestion de patrimoine privé, quelqu'un qui peut vous aider à naviguer dans cette transition. Vous aurez également besoin d'un avocat, non seulement pour l'héritage, mais pour votre divorce. Je suppose que votre mari ne sait rien de tout cela ? Chloé secoua la tête, encore hébétée. Bien. Gardons les choses ainsi pour le moment. Bien que le régime matrimonial soit important, puisque ces actifs sont un héritage reçu après séparation de fait, ils sont généralement protégés. Néanmoins, nous voudrons un conseil expert pour s'assurer que tout est géré correctement. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire pour l'instant. Respirez juste. C'est accablant. Je comprends cela. Françoise se leva, lissant son tailleur. Mais Madame Rousseau, Chloé, si je peux me permettre. Votre grand-mère vous a confié cela pour une raison. Elle croyait que vous pouviez le gérer. Et moi aussi. Lorsque Chloé sortit de ce bureau 2 heures plus tard avec une carte de débit temporaire liée à un compte contenant 250 000 € en fonds de fonctionnement immédiat, avec l'adresse de sa nouvelle résidence temporaire et des rendez-vous avec des avocats et des conseillers, la pluie avait enfin cessé. Paris étincelait sous un soleil émerge, la ville lavée et scintillant de possibilités. Elle s'assit dans sa voiture un long moment, respirant simplement, la lettre de sa grand-mère pressée contre son cœur. À travers le pare-brise, elle pouvait voir son reflet dans les vitres miroirs de la banque. Une femme qui ressemblait à celle de ce matin,
mais qui ne serait plus jamais la même. Son téléphone vibra. Un autre SMS de l'avocat de Théo, celui-ci plus agressif dans le ton. Chloé sourit, et ce n'était pas un sourire gentil. Elle avait été congédiée, jetée, on lui avait dit qu'elle opérait en dessous du niveau de quelqu'un d'autre. Mais elle avait quelque chose que Théo n'aurait jamais, ne pourrait jamais acheter, ne comprendrait jamais. Elle avait l'héritage de sa grand-mère. Elle avait 80 millions de raisons de partir la tête haute. Et surtout, elle avait la dernière leçon de sa grand-mère gravée dans son cœur, ta valeur n'a jamais été déterminée par ce que tu avais ou ce que quelqu'un pensait que tu méritais. Elle a toujours été là, inscrite dans tes os. La femme qui sortit de ce parking n'était pas la même que celle qui y était entrée. Et la ville, brillant dans la lumière de l'après-midi, était sur le point de le découvrir. Le domaine privé des Beaumont occupait un vaste terrain dans la vallée de la Loire, mais pour des raisons logistiques, Françoise avait mis à disposition l'annexe parisienne de la famille, un hôtel particulier discret mais somptueux surplombant la Seine. La suite de Chloé était un espace immense avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la tour Eiffel. Le salon à lui seul était plus grand que tout l'appartement qu'elle avait partagé avec Théo, meublé de pièces qui chuchotaient la qualité, canapé crème, table en noyer, art abstrait. Elle posa ses valises dans l'entrée, soudain consciente de leur allure minable contre les sols en marbre. Son ficus semblait particulièrement ridicule ici, ses feuilles tombant comme pour s'excuser dans le coin où elle l'avait placé. « Ça te va bien » dit-elle à la plante. Nous sommes tous les deux hors de notre élément. Mais même en le disant, elle sentait quelque chose changer en elle. La lettre de grand-mère Marie-Thérèse avait réveillé quelque chose de dormant. Un noyau de force qui avait été enterré sous des années passées à se faire plus petite, plus silencieuse, plus commode pour le confort des autres. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose la poussa à accepter. Madame Rousseau, ici Enzo de la banque privée de l'héritage d'or. Madame de Beaumont m'a désigné comme votre conseiller en gestion de patrimoine privé. Je voulais vous contacter et planifier notre première consultation si vous êtes disponible. Sa voix était chaleureuse, professionnelle, teintée d'un accent chantant. Chloé regarda autour de la suite, ce luxe qu'elle ne pouvait toujours pas tout à fait assimiler comme un logement temporaire, encore moins comme sa réalité. « Je suis disponible » dit-elle. « Quand cela vous conviendrait-il ? Je peux venir vous voir ce soir si cela vous va. Vers 19h. Je sais que c'est beaucoup à absorber et je trouve que ces conversations se passent mieux dans un cadre confortable plutôt que dans des salles de conférence. » Ils se mirent d'accord sur l'heure. Après avoir raccroché, Chloé ira dans la suite, ouvrant des portes pour découvrir une chambre avec un lit assez grand pour 4 personnes, une salle de bain avec une baignoire îlot et une douche qui avait plus de réglages que sa voiture. À travers les fenêtres, le soleil commençait sa descente, peignant les toits de Paris dans des nuances d'ambre et de rose. Elle pensa à appeler quelqu'un, à partager cette nouvelle impossible. Mais qui appellerait-elle ? Les amis qu'elle avait eus autrefois semblaient être des étrangers maintenant, victimes de l'isolement systématique de Théo déguisé en « évolution de la relation ». Ses collègues étaient des collègues, pas des confidents. Elle avait passé tant d'années à se faire plus petite qu'elle avait oublié comment prendre de la place dans la vie des autres. Au lieu de cela, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle fit couler un bain, y versa les sels de bain offerts qui sentaient la lavande et la sauge, et s'enfonça dans l'eau si chaude qu'elle fit rougir sa peau. Elle y resta jusqu'à ce que l'eau refroidisse, ne pensant à rien et à tout, laissant la réalité de la journée s'infiltrer dans ses os. Quand Enzo arriva à 19h précise, Chloé s'était changée en un jean propre et un pull en cachemire qu'elle avait oublié posséder. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait prévu, peut-être la trentaine, avec une peau mate, des yeux intelligents et un sourire qui semblait sincère. « Madame Rousseau, c'est un plaisir » dit-il en posant un porte-document en cuir sur la table basse. « J'ai apporté le dîner. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de cette présomption, mais j'ai supposé que vous n'aviez probablement pas mangé. J'ai pris un excellent coq au vin et du fromage d'une brasserie voisine. » L'odeur la frappa alors, riche et savoureuse, et son estomac lui rappela qu'elle n'avait rien mangé depuis le café rassis et la barre de céréales de ce matin. Ils mangèrent d'abord, parlant de choses sans importance, la météo, la ville, son parcours en finance internationale. Il avait le don de rendre l'extraordinaire ordinaire, de créer de l'aisance là où il aurait dû y avoir de la gêne. Alors, dit-il finalement en débarrassant les plats. Parlons d'où vous êtes et d'où vous voulez aller. Pendant les 2 heures suivantes,
Enzo la guida à travers sa réalité financière avec patience et précision. Les 47 millions en actifs liquides étaient répartis dans de multiples véhicules d'investissement. Les biens immobiliers comprenaient le domaine de la Rose, une maison de maître historique en Provence actuellement louée, et un immeuble commercial à Paris qui abritait 3 petites entreprises prospères. Votre grand-mère était stratégique, expliqua Enzo. Elle a compris que la vraie richesse ne consiste pas seulement à accumuler. Il s'agit de protection et de croissance. Elle a également établi une fondation caritative qui est inactive depuis des années mais qui est toujours légalement valide. Une fondation ? Oui, la Fondation Héritage Rousseau. Elle a été créée pour soutenir des initiatives éducatives pour les jeunes défavorisés et la préservation du patrimoine culturel. Elle ne l'a jamais financée de son vivant, mais l'infrastructure existe. Vous pouvez l'activer quand vous le souhaitez. Chloé pensa à son travail aux services sociaux, aux enfants pour lesquels elle s'était battue, aux familles luttant contre des systèmes conçus pour les maintenir dans la difficulté. Les possibilités se déployèrent comme des fleurs s'ouvrant à la lumière. Que se passe-t-il maintenant ? Demanda-t-elle. Maintenant, nous formalisons le transfert des actifs. Mais nous devons discuter de vos besoins immédiats et de vos objectifs à long terme. Madame de Beaumont a mentionné que vous traversiez un divorce. Cela va nécessiter une gestion délicate. Théo ne sait rien de tout cela, dit Chloé. Il m'a mise à la porte ce matin, m'a dit que je n'étais pas à son niveau. Quelque chose vacilla dans les yeux d'Enzo. Pas de la pitié, mais de la reconnaissance. Et il n'a aucun droit sur ses actifs. Vous êtes séparés de fait. L'héritage est venu après. Bon. Mais vous aurez besoin d'une représentation agressive. Le divorce fait ressortir le pire chez les gens, surtout quand il y a de l'argent en jeu. Une fois que votre ex-mari découvrira ce que vous avez hérité, il essaiera de réclamer sa part. Madame de Beaumont a mentionné un avocat. Elle l'a fait. Maître Valérie Bertin. Elle est la meilleure spécialiste en droit de la famille de Paris. Elle ne perd pas, Madame Rousseau. Elle anéantit. J'ai pris la liberté de planifier une consultation pour vous demain matin à Neuilly-sur-Seine. Elle est chère, mais vous pouvez vous le permettre maintenant. Les mots semblaient encore étrangers. Se permettre. Toute sa vie d'adulte, elle avait vécu dans une pénurie prudente, budgétisant au centime près. Et maintenant, cet étranger lui disait qu'elle pouvait s'offrir la meilleure avocate de la région sans inquiétude. Il y a autre chose que vous devriez considérer, dit Enzo prudemment. La visibilité. En ce moment, votre ex-mari croit qu'il a tout le pouvoir. Il contrôle le récit. Que se passerait-il si cette dynamique changeait soudainement ? Que voulez-vous dire ? Je veux dire que la richesse est un levier, Madame Rousseau. La façon dont vous la déployez détermine si vous survivez ou prospérez. Votre grand-mère a vécu discrètement par choix, mais vous n'y êtes pas obligé. Parfois, la meilleure défense est de s'assurer que tout le monde sait exactement à qui ils ont affaire. Chloé l'étudia, comprenant peu à peu. Vous suggérez que je laisse Théo découvrir ce que j'ai. Je suggère que vous contrôliez comment et quand il le découvre. Il y a une différence entre le découvrir accidentellement et vous le révélant stratégiquement. Le sourire d'Enzo était affûté. Mais c'est une décision que seul vous pouvez prendre. Après le départ d'Enzo, Chloé se tint devant les baies vitrées, regardant les lumières de la ville dispersées comme des diamants sur du velours noir en contrebas. Des gens traversaient leur vie, ignorant qu'une femme au-dessus venait de recevoir les clés d'un royaume dont elle ignorait l'existence 12 heures plus tôt. Son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Ici Maître Valérie Bertin. Enzo m'a référé à vous. J'ai examiné les informations préliminaires. Nous devrions nous rencontrer immédiatement. Êtes-vous disponible demain à 9 h ? Chloé confirma. Puis elle ouvrit ses emails et trouva le message de l'avocat de Théo arrivé plus tôt. Le ton était condescendant, l'offre de règlement insultante, 5 000 € et ses effets personnels en échange d'un divorce rapide non contesté et d'un accord de non-divulgation l'empêchant de discuter de ses pratiques commerciales. 5 000 € pour 8 ans de partenariat, de soutien et de sacrifice. Elle aurait dû se sentir en colère. Au lieu de cela, elle ressentait quelque chose de plus froid, de plus propre, la clarté. Chloé ouvrit un nouveau message et tapa soigneusement « J'ai reçu votre proposition de règlement. Respectueusement refusée.
Je retiendrai mon propre conseil. Toute communication future devra passer par mon avocate, maître Valérie Bertin. Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir douter. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle se versa un verre de vin, un Bordeaux grand cru du bar de la suite, et porta un toast à la pièce vide. « À toi, grand-mère, murmura-t-elle. Merci de m'avoir cru digne de cela. » Le vin était soyeux, complexe. Tout était différent maintenant. Tout avait changé. À l'autre bout de la ville, dans l'appartement terrasse qui avait été le leur, Théo Montfort fixait son téléphone, lisant le message de Chloé pour la 3e fois. Valérie Bertin. Le nom déclencha une reconnaissance, un murmure de réputation qui lui fit serrer la mâchoire. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Léa, émergeant de la chambre dans l'une de ses chemises. Chloé a engagé une avocate. Une sérieuse. Léa ria, s'installant sur le canapé près de lui. Ton contrat de séparation est en béton. Elle n'aura rien. C'est juste de la posture. Peut-être. Mais quelque chose dans le message le dérangeait, une confiance qu'il n'avait jamais entendue chez Chloé. Arrête de t'inquiéter pour ton ex-femme, ronronna Léa. Nous fêtons quelque chose, souviens-toi? La valorisation de ta boîte vient d'atteindre 50 millions. Théo se laissa distraire. Elle avait raison. Chloé était insignifiante maintenant. Un chapitre clos. Le lendemain matin, Chloé s'habilla avec soin pour sa réunion avec Maître Bertin à Neuilly-sur-Seine. Le cabinet était tout en verre et en acier, respirant l'autorité. Maître Valérie Bertin se leva à l'entrée de Chloé. Elle était frappante, avec des pommettes saillantes et des cheveux noirs striés d'argent tirés en un chignon élégant. « Madame Rousseau, merci d'être venue. Enzo m'a briefé sur votre situation. Avant de plonger dans la stratégie, je dois comprendre vos objectifs. Que voulez-vous de ce divorce? Je veux que ce soit fini, dit Chloé. Honnêtement, je veux avancer. C'est un point de départ, pas un objectif. Voulez-vous punir votre ex-mari? Voulez-vous protéger vos actifs? Voulez-vous la justice, la vengeance? La franchise était saisissante. Je veux qu'il comprenne que je ne suis pas sans valeur, dit-elle doucement. C'est ce qu'il m'a fait ressentir. Comme si je n'étais pas assez. Bien. C'est honnête. Valérie tendit un café à Chloé. Voici la réalité. Votre mari croit qu'il détient tout le pouvoir. Cela nous donne un avantage tactique énorme. La complaisance engendre des erreurs. Valérie sortit un dossier. J'ai fait des recherches sur Théo Montfort. Sa société a récemment clôturé un tour de financement. Il vit bien. Mais il paie son assistante de direction, Léa, bien au-dessus du taux du marché. La liaison durait bien avant qu'il ne l'admette. Votre héritage est un bien propre. Il n'a aucun droit dessus, mais il ne le sait pas encore. Enzo a suggéré que je le laisse le découvrir stratégiquement. Oui. Nous suivrons une réponse à son offre qui est agressive mais ne révèle pas l'étendue de vos actifs. Nous exigeons une division équitable des biens matrimoniaux et une pension compensatoire pour les sacrifices de carrière que vous avez faits. Nous lui faisons se battre pour chaque euro. Et croyez-moi, une fois qu'il réalisera qu'il fait face à quelqu'un de mon calibre, il commencera à faire des erreurs. Une dernière chose, dit Valérie. Que pensez-vous de la perception publique? Théo a soigneusement cultivé une image d'entrepreneur à succès. Et si cette image devenait plus compliquée? Je ne veux pas le détruire, dit lentement Chloé. Mais je ne veux plus jamais qu'il me sous-estime. Je veux que la vérité soit connue. Alors nous la trouverons. Bienvenue du côté des gagnants, Madame Rousseau. En sortant du cabinet, le téléphone de Chloé sonna. C'était Iman, de l'agence de services sociaux. Chloé, écoute, nous avons une situation. Le placement pour les enfants Thornton est tombé à l'eau. Ils n'ont nulle part où aller. Je sais que tu gères ta propre crise, mais... Je m'en occupe, s'entendit dire Chloé. Donne-moi les détails. Elle raccrocha et composa le numéro d'Enzo. Enzo, j'ai besoin d'informations sur les propriétés héritées. Le domaine en Provence, le domaine de la Rose, est-il occupé? Le bail des locataires vient de se terminer.
Nous allions le remettre en location. Pourquoi? Ne le louez pas. À quelle vitesse pourrions-nous le rendre disponible pour un usage spécifique? Et si nous convertissions cette propriété en un foyer d'accueil agréé? Il y eut un silence, puis la voix d'Enzo revint, plus chaleureuse. Madame Rousseau, vous êtes riche depuis 18 heures, et vous pensez déjà à comment déployer vos ressources pour le bien social. Votre grand-mère serait fière. Oui, cela peut absolument être fait. Faisons-le alors. Après avoir raccroché, Chloé resta un moment immobile, sentant quelque chose de nouveau s'installer dans sa poitrine. Pas exactement du bonheur, mais un but. Un texto d'un numéro inconnu arriva, j'ai entendu dire que tu avais engagé Valérie Bertin. Choix intéressant pour quelqu'un qui n'a rien. À quel jeu joues-tu, Chloé? Théo. Elle tapa en retour, pas de jeu, je protège juste mes intérêts. On se voit au tribunal. 3 points apparurent, disparurent. Tu vas le regretter. Chloé sourit. Elle avait l'héritage de sa grand-mère. Elle avait la liberté de partir la tête haute. Elle tapa un dernier message, on verra. 3 semaines plus tard, Chloé Rousseau se tenait dans le foyer ensoleillé du domaine de la Rose en Provence, regardant les entrepreneurs installer de nouvelles rampes de sécurité. La transformation de la propriété de sa grand-mère en « la Maison Rousseau », un établissement d'accueil d'urgence pour enfants, se produisait plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Les enfants en crise méritent des soins extraordinaires, dit simplement Chloé à Iman, qui examinait les lieux avec admiration. Son téléphone vibra. Un texto d'Enzo, papier de la fondation finalisé. Financement initial de 5 millions d'euros. Aussi, Valérie a besoin que tu appelles. Urgent. Chloé appela Valérie depuis la terrasse, regardant les champs de lavande. Théo joue à des jeux, dit l'avocate. Il prétend soudainement que sa société vaut beaucoup moins, il cache des actifs. J'ai engagé un jury comptable. S'il y a du linge sale, elle le trouvera. Il a peur, dit Chloé. Oui. Il y a autre chose. Léa poste sur les réseaux sociaux des photos de dîners coûteux alors que Théo plaide la difficulté financière. Nous documentons tout. Après l'appel, le téléphone de Chloé sonna à nouveau. Madame Rousseau, ici Rachid Wali du Figaro Économie. Je travaille sur une histoire concernant la Fondation Héritage Rousseau. J'espérais que nous pourrions planifier une entrevue. Chloé hésita. Elle voulait rester discrète. Mais Enzo et Valérie lui conseillèrent de contrôler le récit. Faites l'interview, avait dit Enzo. Laissez votre ex-mari lire à propos de votre richesse dans la section économie pendant qu'il prend son petit déjeuner. L'idée était enivrante. L'interview eut lieu une semaine plus tard à la Maison Rousseau. Chloé parla de sa grand-mère, de l'héritage, de la mission. Lorsqu'on lui demanda ce qu'elle dirait aux autres femmes qui se sentent piégées, elle répondit « Je leur dirai que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion de quelqu'un d'autre. Elle est inscrite dans vos os. » L'article parut un mardi matin. Le titre lisait « Du chagrin à l'héritage, une assistante sociale hérite d'une fortune et bâtit un empire de compassion. » Son téléphone commença à sonner. Journalistes, donateurs, anciens amis. Elle attendit le seul appel qui comptait. Il vint à 9h15. Valérie. Il sait. L'avocat de Théo a appelé. Ils veulent une réunion d'urgence. Ils menacent de contester l'héritage. Laisse-le faire du bruit, dit Chloé. Nous avons sa déposition aujourd'hui. Un texto arriva d'un numéro inconnu, tu m'as menti. Tu avais cet argent tout le temps. Tu es une fraude, Chloé. Elle répondit, j'ai découvert l'héritage le jour où tu m'as mise à la porte. Drôle comme le timing fonctionne. Il répondit, nous devons parler. Je mérite une partie de cet argent. Chloé rit aux éclats. Elle bloqua le numéro. Un autre message arriva, de Léa cette fois, tu es pathétique. Utiliser l'argent de ta grand-mère pour acheter le respect. Chloé transféra le message à Valérie avec une note, harcèlement. Cet après-midi-là, tandis que Théo s'effondrait lors de sa déposition face aux preuves de fraude financière découvertes par l'équipe de Valérie, Chloé rencontrait le conseil d'administration de sa fondation. Elle se sentait enfin à sa place. Le soir venu, Valérie appela. Offre de règlement reçue. Théo accepte un divorce non contesté,
une division équitable, pas de pension, et des excuses écrites formelles. J'accepte tout sauf les excuses, dit Chloé. Je n'ai pas besoin de ces mots. J'ai juste besoin qu'il soit parti. 3 mois plus tard, Chloé se tenait dans le grand foyer de la maison Rousseau. Des rires d'enfants résonnaient dans les couloirs. Une petite fille de 6 ans, Amara, tira sur sa manche. « Madame Rousseau, pouvez-vous nous lire une histoire ?» Chloé sourit. Elle s'installa dans le fauteuil de lecture. Son téléphone vibra avec une alerte info, l'entrepreneur Théo Montfort démissionne suite à une enquête pour irrégularité financière. Elle ressentit une satisfaction lointaine, puis reporta son attention sur les enfants. C'était cela qui comptait. Pas la vengeance, mais le simple acte d'être présente. Il était une fois. Commença-t-elle. Dans son sac à main, Chloé portait toujours la lettre de grand-mère Marie-Thérèse. Dehors, les oliviers de Provence oscillaient dans la brise. Ailleurs, Théo faisait face à ses conséquences. Mais l'histoire de Chloé ne faisait que commencer. Une histoire sur une femme à qui l'on avait dit qu'elle n'était pas assez, et qui avait découvert qu'elle avait toujours été tout. Madame Rousseau, demanda Amara, est-ce que toutes les histoires ont une fin heureuse? Chloé sourit, tirant la petite fille plus près. Les meilleures histoires ont des fins vraies, dit-elle. Et la vérité est que les fins heureuses sont quelque chose que nous créons. Mais oui, ma chérie, si nous sommes courageux et gentils et que nous nous souvenons de notre valeur, les fins heureuses sont toujours possibles. Alors, qu'avez-vous pensé du voyage de Chloé? Croyez-vous que sa grand-mère avait prévu tout cela? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Nous partageons chaque semaine des histoires vraies comme celle-ci qui inspireront, surprendront et vous rappelleront que la vie peut changer en un instant. Merci de nous avoir lus, et rappelez-vous, votre valeur est inscrite dans vos os. Personne ne peut vous enlever cela.